à la base un sentiment qui est né pour se protéger. Donc la peur, il faut l'analyser aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas ok, ouais, si je fais faillite demain, m'en fous. Genre, m'en fous. Allez. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Âme d'entrepreneur. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je suis avec Miruna, mon acolyte, comme d'habitude. Et on a avec nous Julie Valin de Alias Numérique. Bonjour. Salut Julie, Merci comment tu de me vas? recevoir. Ça va très bien, et vous? Super. Très contente de t'avoir ici. Très contente de vous rejoindre. On est content de te recevoir. Moi, avec Julie, on se connaît tous les trois en fait déjà. Ouais. On va pas faire de faux semblants. Et rapidement, pour commencer, te présenter, c'est qui Julie? C'est quoi Alias? Ok. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Julie, je suis donc la cofondatrice d'Alias Numérique. Donc on a cofondé cette entreprise avec mon associé Westphalie. On s'est associés aux alentours de 2020, en pleine pandémie. Là, on a commencé à travailler ensemble. C'est ça. Dans les moments durs, on s'est ressoudés. Et puis, Ouais. et puis moi, personnellement, je suis je suis immigrée de la France, ça s'entend un petit peu. Arrivée dans mon parcours en 2011 au Québec, à Montréal. Je travaillais dans les communications. J'ai travaillé aussi en arrivant à Montréal dans des choses plus administratives, en banque, etc. Donc ça a été un parcours super enrichissant. Et puis en dehors du travail, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup le sport. J'ai plein de passions. Genre, j'aime dessiner, je voudrais avoir du temps pour faire plein de choses, mais on n'a que 24 heures dans une journée, mais c'est ça. Et puis Alias Numérique, ça a été aussi l'idée, c'est que ce soit une entreprise qui soit aussi un support à nos vies, en fait. C'est un peu de se dire, le travail, c'est important, il faut travailler, gagner de l'argent, mais ça doit nous amener à avoir du temps, avoir de la liberté, on l'a construit de manière à pouvoir être tous à distance, voyager. Donc ça a été aussi un peu cette réflexion-là, de dire, quand on rentre, c'est aussi un support à nos vies. Le travail, c'est important, mais c'est pas 100% de ce qu'on veut être. Et ça ne définit pas forcément qui on est. On ne se définit pas que par le travail, mais on se définit aussi par qu'est-ce qu'on aime faire à l'extérieur, et on veut avoir du temps pour ça, tout en aidant d'autres entreprises à grandir avec eux. Donc, je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais on fait beaucoup du marketing digital, et on aide les entreprises dans leur croissance en faisant du marketing, en élargissant aussi un peu plus du côté structuration, processus. C'est là où on intervient avec nos clients. Puis je pense que c'est aussi finalement des gens qui partagent cette vision-là, de dire on veut grandir, on veut faire les choses bien, on est professionnel quand on le fait, mais c'est pas 100% de nos vies, quoi. Même si ça nous passionne. Tout un parcours. Oui, on avait dit qu'on se connaît, mais je te posais la question tout de même pour que tu nous réponds à tous fraîchement. Est-ce que tu te rappelles du moment où, pour toi, la possibilité d'être entrepreneur a allumé dans ton esprit? Alors, oui. En fait, ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que il y a peut-être une vingtaine d'années, je sais pas, c'est ça, 15-20 ans, ma première associée, qui est aussi une très bonne amie, on a étudié ensemble, on a fait un échange universitaire en Espagne, etc. Tu sais, à un moment donné, elle était là, genre, j'aimerais bien créer une entreprise et tout, mais on était très jeunes, puis on était chacune dans notre parcours professionnel et tout, mais il y avait eu un peu cette idée-là, tu vois, c'est venu. Après, j'ai travaillé en communication dans une école de gestion qui avait un parcours entrepreneurial et tout. Puis, tu sais, genre, je voyais les gens autour de moi créer des entreprises, puis c'était quand même beaucoup au cœur des discussions et tout. Donc, je pense que ça m'a quand même influencée sans que je m'en rende vraiment compte sur le moment. Et puis après, arrivé à Montréal, je pense que, en fait, l'immigration, c'est déjà une prise de risque. Et une sortie de ta zone de confort, parce que moi, quand j'étais en France,
comme je veux dire, j'avais un poste permanent, quelque chose où j'aurais pu rester 20, 30 ans. Puis c'était sympa, enfin, tu vois, j'étais pas malheureuse dans mon travail. Mais j'avais besoin d'un petit quelque chose d'autre. D'ailleurs, je me rappelle, quand j'ai démissionné, mon boss, il m'a dit tu pars à l'étranger. Je lui avais pas dit c'était quoi le projet. Il m'a dit tu pars à l'étranger. Il m'a dit moi, je m'en doutais. Donc, mais bon, pour revenir, donc, tu vois, il y avait ce côté prise de risque. Et c'est venu, une fois que tu as pris tu sais, genre, en fait, ça te met en confiance quand tu réussis, entre guillemets, ton parcours. C'est-à-dire que tu arrives quelque part, tu t'installes, tu te fais un nouveau cercle, tu te fais un nouveau travail, etc. Il y a toute cette partie-là. Puis après, c'était, je travaillais à la Banque nationale, j'avais des boss super motivants, des super bons boss. Mais la job en soi, tu sais, genre, elle me motivait pas tant que ça, tu vois. Ils essayaient de m'intéresser, ils savaient et tout. Puis à un moment donné, même là, c'est pareil, mon boss, quand je suis partie, m'a dit tu crées ton entreprise, on a gardé des liens, on est allé bruncher, discuter, etc. Donc, j'ai toujours été bien accompagnée. Et en fait, c'est venu avec justement cette amie-là avec qui on en avait parlé. En fait, elle a immigré aussi au Canada. On a fait un peu ce processus toutes les deux, tu sais. Et là, on a dit, maintenant, on est résidente permanente. Parce que quand tu as un visa fermé, tu peux pas entreprendre. Non. Là, on a fait... maintenant, on est résidente permanente. On a cette envie de voyager. Puis là, tu arrives sur un nouveau continent, tu as 2 semaines de vacances, tu as de la famille à l'étranger. Comme moi, je veux explorer aussi des choses. Donc, il y avait cette idée-là de créer une activité qui nous permette de voyager. On a commencé en 2015. Donc, dès 2015, en fait, cette idée-là aussi, et de dire mais comment on fait ça, entre qu'est-ce qu'on sait faire, comment on veut le faire, et puis de mettre un peu tous ces ingrédients-là pour pouvoir avoir une activité qui soit faite à distance, que ça se passe bien, et que nous, on puisse explorer tout le nouveau continent sur lequel on venait d'arriver. Ouais. Et puis en plus, tu le disais, on le disait justement hors caméra, toi, tu vis quasiment entre la France et le Canada là, ces derniers temps, ton associé au Mexique, et puis tout le monde voyage. Comment vous gérez ça? Comment tu... Alors, c'est sûr que c'est un petit peu de logistique au début. Puis en plus, au Mirona, on a travaillé là-dessus ensemble. 100%. De dire, 100%. OK, mais en fait, si on se structure, ça fonctionne mieux. C'est-à-dire que quand, par exemple, parce qu'on ne voulait pas, nous, juste les 2 fondatrices, voyager, puis l'équipe elle reste à Montréal. Ça ne marche pas. Comment démotiver toute une équipe ça en leur faisant coucou de la plage en plein hiver quand ils ne peuvent pas bouger. Ouais. Mais non, on voulait vraiment donc structurer, avoir un processus de dire, OK, quand tu pars à l'étranger, voilà les étapes. S'il y a du décalage horaire, comment on gère ça, de prévenir les clients, de regarder les horaires de rencontre et tout, parce que même quand on est à Montréal, on n'a pas de bureau, on est 100% à distance, donc c'est très important pour nous d'avoir des points de rendez-vous, des rencontres d'équipe, des rencontres entre petites équipes aussi, équipes marketing, etc., d'avoir ces moments-là pour garder du lien, parce que sinon, chacun est dans son coin, puis on doit compenser au niveau communication le fait de ne pas être dans un seul bureau tous ensemble. Mais ensuite, c'est ça, tu pars, c'est ta responsabilité d'être dans un endroit où tu as une bonne connexion Wi-Fi. La base. La base, mais en fait, puis c'est drôle parce que dans nos valeurs, il y a la liberté. Et en fait, au bout d'1 année et demie, peut-être, on a ajouté la responsabilité. Parce que les 2 vont ensemble. En fait, t'es libre, mais tu as la responsabilité. Enfin, avec la liberté viennent les responsabilités. Ouais. Et donc, de responsabiliser tout le monde en disant... après, on l'a rajouté pour des raisons aussi un petit peu plus larges que juste la responsabilité de chacun. Mais la discussion, ça a été de dire la liberté entraîne la responsabilité. Donc, tu as des responsabilités quand tu pars. Tu sais, genre avoir une assurance de rapatriement et tout ça, on ne va pas le faire pour toi. Mais si tu remplis toutes tes responsabilités, go, vas-y, va explorer. Sois libre. Voilà, sois libre. Non, c'est génial. Mais en faisant ça, vous venez, tu sais, les grosses compagnies, là, les gros joueurs, ces gens connaissent, et pour eux, c'est un casse-tête administratif, etc. Mais là, vous venez d'ajouter une valeur ajoutée à l'employé moderne. Puis il y a de plus en plus de... Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais j'entendais d'autres émissions ou d'autres sujets des entrepreneurs qui parlaient de ça. De plus en plus, les plus jeunes,
un peu vieux, nous. Les plus jeunes, ils veulent cette liberté. Tu sais, ils veulent pas que... et puis, j'en ai une dans mon équipe, tu sais, qui a 23 ans. Tu sais, elle m'a dit, moi, ce que je veux, je suis avec mon chum, je veux voyager. Et tu sais, elle, je pourrais pas la mettre dans un bureau, c'est pas possible. Ouais. Et donc, c'est comment est-ce que ça vous a déclenché beaucoup plus une vague de gens qui veulent travailler avec vous? Et comment vous vivez ça? Ben, je pense que, en fait, ça attire les gens qui ont cette envie-là. Puis en fait, l'avantage qu'on a, c'est que, tu sais, c'est ça, nous, en termes de, par exemple, de rémunération, on ne peut pas à côté des grosses agences. Parce qu'on n'a pas le compte en banque qu'ils ont, mais ça vient chercher aussi des personnes qui partagent cette vision-là et qui vont dire, OK, ben, le côté liberté m'attire et vient me satisfaire en me disant, bah, peut-être que tu es genre, ouais, je gagnerais peut-être 30% de plus, je dis n'importe quoi là, mais dans une grosse agence, mais j'aurais pas cette liberté-là. Donc, c'est vrai qu'au niveau, puis je pense que, comme tu dis, les générations qui arrivent sur le marché du travail, nous, on a été élevés comme, tu sais, genre, le travail, c'est important, puis tu vas galérer, puis tu vas mettre 40 heures. Puis tu vas avoir un job. Tu vas avoir un job. Ouais, puis, tu sais, genre, puis il faut que tu sois bon, puis il faut que tu passes du temps. Puis on a comme petit à petit déconstruit ça. Mais ceux qui arrivent sur le marché du travail maintenant, ils sont comme moi, le travail, c'est un côté utilitaire, dans le sens, ça va me permettre d'avoir ma rémunération, le style de vie que je veux avoir, mes voyages, etc. Mais c'est plus un si gros facteur d'épanouissement. Puis j'ai des amis qui ont eu des personnes en entretien qui étaient là comme moi, le travail... Tu sais, genre, c'est de telle heure à telle heure, puis après, tu sais, genre, moi, j'ai des passions à côté, puis je veux pas attendre pour les vivre. Tu sais, il y a aussi ce petit côté, je pense, un peu urgence, de dire, il faut vivre maintenant, là, parce que c'est pas arrivé à 60, 64, 65 que tu vas profiter, on va profiter aussi maintenant. Donc, c'est là où cette vision-là du travail vient attirer du monde. Et puis, c'est sûr qu'en tant que petite entreprise, tu sais, genre, nous, on a un peu moins de casse-tête administratif. Ouais, c'est ça. C'est ça, comme on disait, là, on gère des décalages horaires, par exemple. Il y en a qui mettent des règles qui arrivent très bien, qui vont dire, OK, tu sais, il faut que tu sois dans un fuseau horaire de 6 heures. Tu sais, genre, tu peux pas partir plus loin parce que sinon, c'est trop compliqué pour la logistique d'équipe et tout, parce que la difficulté, après, c'est de souder une équipe là-dedans. En effet. Parlant de souder une équipe, donc je sais que c'est un télétravail, puis bien avant la pandémie, en fait, vous étiez bien habitués. Oui, on a eu l'opportunité de faire ça ensemble. C'était vraiment merveilleux de voir comment cette liberté et co-création se fait au sein d'Alias. Est-ce qu'il y a des désavantages que tu vois particuliers Ouais, je pense que le désavantage, des fois en tant que gestionnaire, ça peut être de prendre le pouls ou de voir, des fois, le non-verbal, comment la personne elle va être dans sa journée et tout. Cette partie-là, tu ne l'as pas forcément parce que puis c'est pas ton employé, ton collaborateur peut mettre un masque pendant 1h, 45 minutes, dire ça va bien. Donc, on a quand même réussi à créer quelque chose qui est, par exemple, au début des réunions, dire comment ça va, essayer, tu vois, d'avoir un peu ce truc-là. Après, c'est pas tout le monde qui va dire comment ça va de manière 100% transparente quand il y a plusieurs personnes autour, parce on est plus ou moins à l'aise à communiquer ces choses-là. Donc, cette partie-là, elle est un peu plus compliquée à gérer. Il faut s'assurer quand même justement d'avoir un bon canal de communication, puis de voir, il y a des personnes qui vont être tout de suite dans le partage, etc. C'est intéressant aussi d'avoir différents profils dans l'équipe, puis que justement les personnes qui vont partager facilement, ça va peut-être faire un petit peu de chemin dans celles qui vont partager moins facilement. Et puis l'autre chose que j'ai vu moi comme difficulté, ça a été pour intégrer les personnes qui intègrent. Parce que des fois, on a fait des erreurs où il s'est passé des choses dans la formation de quelqu'un
ou si on avait été à côté, ce ne serait pas arrivé. Ouais. Et là, on était là, ouais. Là, en fait, genre, la personne sur un projet est partie dans une mauvaise direction. Et en fait, on l'a laissé un petit peu, genre, continuer dans cette direction, puis on a perdu du temps, puis alors qu'on l'aurait attrapé tout de suite si on avait été à côté. Donc ça, c'est sûr que, bon, bah, après, ça fait partie du jeu. Il n'y a aucune situation qui est parfaite, donc on l'accepte, puis on apprend aussi au fur et à mesure, quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, avoir plus de temps d'échange. On a notre petit coworking virtuel aussi qui fait que on va mettre des temps. On va dire, quand tu es en intégration, il y a une personne qui est ta référente, puis elle va être là. Comme c'est un peu la politique de la porte ouverte, c'est plus facile de venir poser des questions quand tu sais que la personne est disponible là par visio que d'organiser un appel Zoom, ou, tu vois. Donc, c'est smart. Donc cette partie-là aussi d'essayer de rendre ça un peu plus, les personnes un peu plus accessibles aussi de manière virtuelle, ça a beaucoup aidé. Et tu vois, je trouve que c'est ça que les grosses entreprises, elles ont du mal à mettre ça en place. Et quand tu es petit, tu es flexible, tu peux te connecter, tu as de la dispo. Comme moi, je l'avais vécu avec l'agence avant. C'était ça, là. Nous, on avait une tradition, c'était tous les matins. On se parlait, là. C'est bon matin. Bon, il y en a qui étaient plus comme ça le matin, là, mais pas si bon. Je ne veux pas mettre ma caméra, truc. Mais ça aussi, c'est des défis parce que tu as celui qui ne veut pas mettre sa caméra, l'autre truc. C'est un lot de défis et ça amène à une autre question qui est un peu plus générale, mais c'est quoi le plus difficile dans ton day-to-day? Bonne question. Je pense pas que ce soit relié au fait d'être à distance. Pour moi, le plus difficile dans mon day-to-day, c'est, on va dire, de jongler avec les différents chapeaux et de garder une partie de créativité là-dedans. Parce que, tu sais, genre, je fais souvent la blague, mais dire, moi, j'ai besoin d'être créative, mais quand je suis en train de faire de la compta ou de la finance, c'est mieux de pas être créatif. En finance, des fois, tu peux l'être un peu, tu peux trouver des solutions et tout. Quand tu fais de la tenue de livre, c'est pas l'endroit. C'est difficile. Donc, il y a ça, en fait, et ça a été... Et puis, je pense, des fois, on a eu l'impression, je dis on parce qu'on a partagé, on est associés aussi, donc c'est intéressant de pouvoir, tu sais, genre vraiment de pousser et de perdre de l'énergie à pousser sur quelque chose où, tu sais, il y avait de la friction, puis on s'est dit, ok, voilà. Là où c'est intéressant aussi d'être associé, c'est, t'es fatigué, moi aussi, ok, il y a un problème là, attends, parce que, tu sais, on est passionné, on a envie de faire ça, c'est notre bébé, ça doit nous motiver à tous les matins. S'il y a de la fatigue et de la démotivation, il y a une conversation à avoir. Donc, c'est toujours être un peu dans cet équilibre de oui, je veux être créative, oui, je veux bien gérer mon entreprise, oui, je veux que l'entreprise elle grandisse. Mais là, dans les 2 dernières années, on était plus dans la période de croissance et gestion de la croissance. Et puis, c'est une nouvelle phase où, en fait, tu ressors un peu de ta zone de confort et puis tu apprends des choses où nous, on n'était pas forcément préparés psychologiquement, on va dire. On voyait, comme, oui, on va faire... Tu regardes tes chiffres d'affaires, tu regardes juste le chiffre d'affaires et tout. Puis tu es là, genre... En fait, c'est un peu dur. Donc, ça, moi, je dirais que ça a été... c'est ça, les défis, des fois c'est quel chapeau j'ai envie de mettre aujourd'hui. C'est genre, il y en a que je vais mettre plus naturellement que d'autres, là. Puis des fois, c'est comme, non, là, tu peux pas négliger cette partie-là. Ce chapeau, t'es obligé de le mettre cette semaine, t'as pas le choix. C'est la fin d'année financière. Oui. Mais c'est ça. As-tu des astuces, Julie? Parce que je sais que c'est évidemment, puis tu es créative naturellement. Donc, c'est comme un dauphin qui saute dans l'eau. Mais quand tu es le dauphin qui a besoin d'aller monter un arbre, as-tu des astuces? Est-ce que tu as trouvé des je sais pas, de façon de te motiver ou de te mettre dans le mood avec le temps, que tu trouves que là, ça va mieux? Ouais, en fait, puis j'en ai pas mal discuté avec Kamel aussi, que tu connais. Oui. En fait, ton énergie dans la journée, elle varie, et de te connaître et de savoir quels sont les moments de ta journée
où là, tu es dans le flow, tu es productif Oui. et tout. Et en fait, d'adapter tes tâches et ce que tu vas faire à cette énergie-là. Et en fait, souvent, ça va être aussi justement le côté créatif. Fais-le quand tu te sens le mieux. Oui. Et puis après, tu sais, moi, souvent, j'aime bien, tu sais, genre fin de journée, là, je trouve ça satisfaisant d'aller faire 4-5 tâches moins fun, mais qu'il faut barrer de la to-do list. Mettre une petite musique, un petit podcast, écouter âme d'entrepreneur pour stimuler. Non, mais tu sais, pour les choses qui ne sont pas stimulantes, je vais trouver peut-être une autre stimulation en disant, OK, bah là, je vais écouter quelque chose. Tu sais, des fois, ça va être de la fiction, puis des fois, ça va être des choses qui sont en rapport avec ce que j'ai envie de faire. Après, si je mets des trucs trop créatifs le soir, là, je rentre dans un autre cercle où tu sais, j'ai terminé, puis là, ça m'a un peu pumpé, énergisé, puis je voudrais faire d'autres trucs, puis après, c'est le sommeil qui en prend un coup, mais donc j'essaye de gérer ça aussi. Mais ouais, c'est de gérer mon énergie, en fait, et de faire ça en fonction de la journée. Et puis là, tu me connais, là, des fois, je colorie en réunion. Oui, c'est mon focus, j'écoute, puis je suis comme... je vous écoute, mais j'ai besoin de dessiner, là, puis, tu sais, genre, mon cerveau, il est avec vous, mais tu sais, il y a aussi ce côté-là où, des fois, bah, tu sais, genre, prends 10 minutes et colorie, tu sais, ou fais un truc... ça J'adore d'ailleurs que tu utilises ta créativité. Il y a une façon créative de, justement, contourner ou faire en sorte que des tâches plus lourdes et deviennent un petit peu plus potables. Ça me parle complètement. C'est sûr. Non, c'est fort. Moi, j'arrive pas à faire de tâches. Faut vraiment que j'ai une tâche administrative là. Et puis, comme tu dis, t'écoutes une émission ou un truc, mais ouais, c'est pas facile. Et tu sais, les agences, elles ont plein de défis. Comment tu vois l'agence de demain? Tu sais, le numérique évolue très très vite. Comment tu vois cette évolution? Comment vous vous adaptez à ça? Comment, en tant que chef d'entreprise, tu te prépares à ce qui s'en vient? Bah, c'est sûr que il y a de la formation à faire. C'est de la formation continue à faire pour pas rester derrière. Puis on se rend compte, je pense qu'il y a différents niveaux. Tu vois, par exemple, genre toi, avec l'intelligence artificielle, on en parle, c'est dans les discussions. Je sais pas, moi, à un moment donné, j'ai eu l'impression d'avoir loupé un train, puis que je remonterais pas, puis en fait, c'est pas vrai. Non, tu rates c'est jamais. pas vrai. C'est pas vrai, t'es genre, juste, tu vas écouter, tu fais de la veille, tu comprends, tu mets un peu les mains dedans. Ça aussi, ça fait partie de mes tâches créatives, où tu sais, genre, faire un peu les petits projets recherche et développement, un peu de qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel outil, quelle chose, c'est genre, aller mettre les mains dedans. Transmettre aussi, apprendre à l'équipe des bonnes pratiques, etc. Ça, je trouve ça super intéressant. Mais du côté des clients, genre, nous déjà en étant une agence marketing, des fois genre, on trouve qu'on manque de temps pour le faire, et c'est important d'avoir ces espaces de veille. Les clients, ils n'ont pas le temps là. Donc nous, on va leur apporter cette connaissance-là, puis dire, genre, en faisant telle automatisation, telle chose. Puis je pense que en fait, tranquillement, on est beaucoup axé sur le contenu, mais en fait, au-delà du contenu, c'est de dire, nous, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise elle soit en croissance. Investir en marketing, c'est pour générer des clients, des leads, avoir ton image de marque, etc. Mais c'est un objectif de croissance. Donc ta croissance, il n'y a pas qu'en faisant du contenu qu'on va y arriver. Puis on vient chez toi en étant plus ton responsable marketing que ton agence. Parce qu'on va te conseiller, on va dire, OK, ton objectif global, il est là. Parce que sur l'aspect technique, je veux dire, ChatGPT, il est capable d'en faire du contenu. Il faut savoir lui demander. Ouais, il est capable d'en faire fort, très fort. Il est capable d'en faire très fort. Et plus ça va aller, plus... Mais comment on utilise ces outils dans le but de faire grandir les entreprises de nos clients, c'est ça qui est intéressant. Donc c'est comme ça aussi qu'on se positionne. Puis je pense que c'est d'apporter cette connaissance-là chez nos clients, puis d'aller sur l'objectif. Puis quand on prend nos clients, c'est OK, quels sont tes objectifs globaux? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? C'est quoi tes valeurs? Voilà le plan marketing pour arriver là. Donc, mais on garde toujours, il y a toujours cette discussion avec le client. OK, on est sur ton objectif, on est sur telle et telle chose.
on fait des points réguliers. Est-ce que tu es toujours là? Parce qu'on est aussi pas mal de PME, donc on a cette capacité à bouger un peu et à s'adapter rapidement. Donc, et dire, OK, mais c'est ça maintenant ton objectif, mais voilà ce qu'on va faire. Et puis ça, c'est pas toujours une discussion que tu peux avoir avec ChatGPT. C'est ça, c'est quoi je vais pas te donner ma réponse, mais c'est quoi la part d'humain? À quel point, je suis dans l'intelligence artificielle, c'est biaisé là, mais tu as l'intelligence artificielle, tu as tout ce qui se fait, à quel point le client a besoin de cette relation humaine, cette connexion. Avant, on en parlait avec Miruna dans un autre épisode, que tu choisis tes clients, tu choisis comment tu connectes. À quel point l'humain est présent avec Alias, avec vos clients? C'est quoi la relation que vous avez avec eux? C'est 80% du travail, en fait. Pour nous, en tout cas, c'est parce que la vie d'entrepreneur et de dirigeant de PME, elle est faite de questions, de blocages, de problèmes. Et puis, il faut de l'échange. Donc, des fois, le travail qu'on fait avec des clients, il n'est pas forcément 100% marketing. Il est comme, là, nous, on fait ce travail-là. Maintenant, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on t'a généré des lignes, maintenant tu les appelles. Non, mais en fait, la personne, si elle les appelle pas, c'est pas qu'elle veut pas que son entreprise agrandisse, c'est là où la discussion, elle est, puis on en a discuté un peu aussi sur l'état d'esprit, tes blocages, etc. Donc, je pense que la part d'humain, elle est quand même très importante. Parce que, après, les gens qui nous délèguent du marketing, il y en a beaucoup qui arrivent chez nous écœurés du marketing et qui ne veulent pas gérer ça non plus. Donc, ils ne veulent pas forcément non plus aller mettre les mains dedans. Mais ouais, la part d'humain, de relationnel, elle est super, super importante en tout cas. Moi, je suis plus en direct dans l'opérationnel. Donc, quand je te dis 80% de mon travail, il est relationnel en fait. Il est de dire, OK, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es satisfait? C'est quoi tes objectifs? Et d'aller sur ce terrain-là. J'étais témoin de ça et justement, le ChatGPT ne va pas prendre le temps de poser des questions aux clients, de demander est-ce que ça va bien. Et c'est là où je pense à votre valeur, une de vos valeurs qui est la bienveillance. Est-ce que pour toi, tu trouves que de plus en plus, il y a ce besoin de bienveillance et qu'en dis-tu de la santé mentale? On en parle, mais comme sur le terrain, d'après ce que tu observes et ce besoin-là qui est là. Ouais, la bienveillance, effectivement, puis aussi la transparence dans l'échange avec les clients. On a fait une erreur, OK, on a fait une erreur. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive? On va pas cacher ça sous le tapis. Ton objectif... il n'est pas réaliste avec ton budget. On va te le dire gentiment, mais on va te le dire. On va pas te faire croire. Ça sert à rien que tu dépenses de l'argent en te faisant croire. On va te faire croire pendant 3 mois que ça marche, alors qu'en fait, non. Enfin, on le sait depuis le début. Donc, il y a aussi cet échange-là. Puis moi, je pense que la bienveillance, c'est une condition essentielle à la créativité. Que la créativité, c'est proposer des choses, explorer, etc. Puis l'équipe, elle peut pas être créative si ils ont peur parce que derrière les commentaires, ils sont pas bienveillants, puis tu te fais juger, puis on te dit non, c'est pas une bonne idée. Il y a des manières de dire les choses, il y a des manières de faire, puis des fois on n'est pas d'accord, puis des fois ça amène des nouvelles idées. Donc la bienveillance, déjà, pour moi, c'est un prérequis à tout ce qui est créatif. Et puis au niveau des entrepreneurs, la discussion, je veux dire, on se cachera pas que la dernière année et demie a été... certains ont plus souffert pendant la pandémie, certains ont plus souffert maintenant. C'est difficile économiquement. Et puis de le dire, en fait, on est dans une période difficile. D'ouvrir un peu la discussion aussi avec les clients. Je veux dire, et toi, comment ça va? Tu le ressens, le ralentissement économique? Comment se passent les choses? Enfin, tu vois, de prendre aussi... nos clients, on a des discussions qui ne sont pas... que sur leurs objectifs marketing. C'est comment ça va? Est-ce que tu as besoin d'autre monde? Est-ce que comment tu te sens? Puis ils vont nous dire, là, je suis fatiguée. Là, les 3 prochains mois, j'ai besoin de ralentir, etc. Donc, c'est aussi, pour moi, le prérequis pour une communication transparente et puis authentique. Donc c'est là aussi...
où c'est important pour nous, puis ça fait partie des valeurs qui sont essentielles. Est-ce qu'au final, c'est pas ça qui contribue à la croissance de l'entreprise? Quand je parle de croissance, il y a la croissance de chiffre d'affaires, mais la croissance aussi en termes d'apprentissage et d'expérience. Ben, je pense que oui, parce que de deux côtés, ça fait en sorte que nos clients restent longtemps avec nous. Donc, ça participe à la croissance de l'entreprise parce qu'on n'est pas tous les 6 mois à terminer des mandats, à aller dans un autre cycle et tout. Donc, ça en fait partie. Et puis, ça fait partie aussi de la croissance de l'équipe, de leur développement professionnel et personnel, en disant, en ayant des échanges, en proposant des choses. Et du coup, si tu proposes des idées et des choses, c'est bien accueilli, puis c'est discuté et tout, tu vas être plus force de proposition, puis tu peux dire aussi quels sont tes points de blocage. Donc oui, ça participe à la croissance. Puis je pense que une chose qu'on a observée quand on a commencé à avoir une équipe, c'est que finalement, c'était les valeurs de l'entreprise qui soudaient l'équipe. C'était l'adhésion. On en a beaucoup parlé. Tu sais, des fois, on redisait les valeurs à chaque début de réunion, et puis c'était la discussion. Est-ce que quelqu'un veut parler d'une valeur? Est-ce que, prendre un exemple de la semaine, par exemple, dire, OK, c'est la bienveillance, comment tu l'as vécu cette semaine et tout. Donc, on essayait d'avoir ces discussions. Alors, des fois plus ou moins longues. Des fois, tu sais, genre, il y a des semaines, il n'y a personne qui a pas trop envie de prendre la parole. On a tous vécu une semaine assez régulière, puis c'est correct, tu vois. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui a été vraiment, vraiment fédérateur à ce niveau-là. Et je pense que c'est aussi ce que les gens qui travaillent avec nous, ou même qui sont partis, retiennent de leur expérience. 100%, je confirme. J'ai entendu, en fait, tu l'as bien dit, hein, la réalité économique, on l'a vu, on l'a entendu, on a parlé avec Cédric aussi. De ce que tu as retenu des clients, d'entrepreneurs avec qui tu parles, quels sont les besoins les plus criants, à part de l'aspect argent? Tu as nommé créativité, tu as nommé soutien. Est-ce que tu vois quelque chose qui est criant, mais qui n'est pas assez mis de l'avant dans l'écosystème? Ouais, c'est sûr que les discussions, c'est pas l'argent, c'est les discussions par rapport à l'argent. Moi, je pense qu'il manque. Parce que c'est pas facile de venir, puis d'arriver, puis de dire, moi, mon cash flow, là, c'est mon principal souci, puis ça va pas, puis j'ai peur. Tu peux pas en parler, tu peux pas en parler forcément à tes clients, tu peux pas en parler à tes partenaires. Pourtant, des fois, je veux dire, on l'a peut-être un peu sûrement tous vécu. Des fois, tu regardes le compte en banque, puis tu te dis, j'ai peur. Ah ouais. C'est des gros tabous dans l'entreprise. Et c'est hyper tabou. Moi, j'ai eu des expériences où on l'a fait. On avait été invité par une consultation, puis ça avait été quelque chose, une table ronde sur l'accès des femmes au financement. Où, le prérequis a été tout ce qui se passe ici est confidentiel. Donc, je ne peux pas vous raconter les histoires, mais c'était des histoires d'horreur. Okay. Entre le traitement qu'on te fait dans les banques, entre les situations financières, les histoires et en fait, moi, je suis ressortie de la fâchée. Ta féministe en moi fait comme c'est pas normal. Mais parce que là, c'était juste une discussion de femmes. Mais l'entrepreneuriat en général, là, on s'entend que des fois, ton entreprise, c'est à peu près tout ce que tu as. Puis ton cash flow ou ta situation personnelle, t'es pas propriétaire d'une bâtisse, t'as pas un héritage qui est tombé du ciel, tu viens pas d'un endroit fortuné, etc. T'as tout construit, puis t'as tout mis toute ton énergie là-dedans. Des fois, des fois, t'as peur. Donc, d'essayer ces discussions-là, de dire oui, l'argent, c'est difficile, l'argent, ça peut être c'est une difficulté. Puis, je vais faire référence à un épisode de votre épisode que j'ai écouté. Mais Michel l'a dit à un moment donné aussi. En fait, quand tu entends quelqu'un qui a 40 ans d'entreprise puis qui dit, à un moment donné, ça s'est pas bien passé, puis il y a une faillite personnelle. Puis en fait, moi, mon processus aussi, il a été de se détacher un petit peu de ce côté, parce que l'argent, on l'associe à la réussite, veut pas, même si moi, ça n'a jamais été un moteur dans ma vie.
Et quand c'est compliqué, comme je dis, c'est relié à un sentiment de peur et de dire, bon, bah, en fait, oui, ça peut arriver. Puis, tu sais, genre, demain, ok, tu sais, genre, le pire qui peut arriver, c'est si tu vas faire faillite. Tu seras en vie, ta famille, elle ira bien. Tu sais, genre... Mais est-ce que cette peur ne peut pas te faire des mauvais choix en tant que gestionnaire aussi? Ouais. Bah, la peur, c'est à la base un sentiment qui est né pour se protéger. Donc, la peur, il faut l'analyser aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas, ok, si je fais faillite demain, m'en fous. Genre, m'en fous. Allez. Non, forcément que non. Il faut être responsable avec son argent. Mais moi, je pense que la peur, elle peut plus facilement te paralyser et t'empêcher de poser les bonnes actions que de faire des mauvais choix. Puis, en fait, c'est l'idée de dire, bah, peut-être je vais me tromper. Peut-être je vais me tromper, puis ça peut avoir des conséquences financières parce qu'on on en est tous là. On se trompe toujours. On se trompe toujours. Ouais, puis peut-être que si j'avais fait l'autre choix, bah, j'aurais plus d'argent sur mon compte en banque. Après, on peut refaire les décisions et tout, mais peut-être que non. Puis à un moment donné, il faut lâcher prise en disant, ok, genre, là, moi, je connais le processus. Puis on parlait un petit peu en off avec un nouveau autre invité de la montagne. Puis la montagne, tu sais, moi, ce que je trouve satisfaisant quand tu fais de la marche en montagne, c'est que genre, juste en faisant des petits pas, pendant 5 ou 6 heures, mais tu montes en altitude, tu vois. C'est vrai, ça et donc, c'est de revenir aussi, tu sais, genre, oui, l'argent, tu sais, genre, il y a des contraintes et tout, mais, tu sais, genre, oublie pas de faire tes petits pas quand même. C'est parce que c'est en faisant ça que tu y arrives, puis tu sais, genre, de se raccrocher à des choses, il y a ton sentiment de peur, puis il est là, puis tu peux pas l'effacer du jour au lendemain. Mais rassure-toi en faisant les choses que tu sais qu'il faut faire. Donc, c'est aussi ça. On va monter la montagne, puis des fois, ça redescend, puis c'est correct. Les vallées aussi sont belles. Ouais. Mais je retiens vraiment, c'est important d'en parler pour de vrai, dans des espaces sécuritaires, confidentiels, dans lesquels nous sommes bien être authentiques. Ouais. Il faut en parler parce qu'on le vit tous, on le sent tous. Puis ici, bah, nous, on est très ouverts, transparents. C'est pas des choses qu'on nous, on n'a jamais vu ça, la peur, la manque. Il faut en parler. Puis je suis contente qu'on l'aborde et c'est important aussi de l'aborder ensemble en communauté. C'est important. Et puis après, c'est sûr que c'est ça. Il faut être en confiance. Faut qu'il y ait je pense qu'il faut qu'il y ait un cadre et une certaine confidentialité. Mais ça permet aussi. Puis je pense que nous, on est en marketing digital, là, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, genre, on le répète, là, mais c'est pas la vraie vie. Puis des fois, tu as l'impression qu'il y a des entreprises, ils sont big, mais leur compte en banque, en fait, il va pas bien. Non, mais c'est vrai. Il faut se détacher, mais ça contribue 100%. À un sentiment d'imposteur, un syndrome d'imposteur et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Genre... Et surtout les agences. Surtout les agences, il y a un côté bling-bling. Énormément d'argent, mais si tu regardes le profil est là, voir s'il n'y a pas des pertes. Et l'agence, parce que c'est le domaine qu'on connaît le mieux, mais on le voit beaucoup. C'est ça, donc en fait, pas se comparer non plus à autrui, parce qu'en fait... et puis ça marche dans la vie ou d'entrepreneur comme dans la vie en général. En fait, genre, on ne sait pas comment ça se passe derrière. Alors, il vaut mieux l'aborder en posant des questions et avec de l'empathie et puis de dire les choses et d'avoir des conversations franches plutôt que d'assumer des choses parce qu'on voit par un tout petit prisme qui est... Et là, on met ça où ça va bien, genre on met les bons moments. Et puis les problèmes, on ne les documente pas forcément sur les réseaux sociaux, ni dans notre... alors, ça se fait quand même, surtout le storytelling, LinkedIn, le côté un peu... c'est ça mes échecs. De dire, OK, ça commence à sortir. Ça commence à sortir tranquillement. Et les conversations comme ça vont aider aussi à nous encourager à parler de vraies choses. Descendre le bling-bling, augmenter l'authenticité, puis le real talk entre nous, c'est tellement important. C'est pour ça qu'il y a âme d'entrepreneur, les gars. Voilà, exactement. Et justement, pour toi, c'est quoi l'âme d'un ou d'une entrepreneur? Ça veut dire quoi pour toi? Alors, on va revenir à la créativité. Puis en fait, la créativité, c'est trouver une solution à un problème, une solution qui n'existe pas.
ou qui vont reprendre une solution, mais la retravailler. Donc, il y a ce côté créatif pour moi, et puis le sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que, genre, on est heureux dans ce qu'on fait parce que ça nous épanouit et tout. Il y a quand même une bonne partie du temps où c'est inconfortable, et finalement, si on est là, c'est que ça nous plaît un petit peu de retrouver un équilibre, d'être sur un truc, un équilibre instable. Mais je pense que ouais, c'est vraiment ça. C'est créatif et c'est le côté exploration et sortir de sa zone de confort. J'aime ça. Inspirant, moi aussi. J'aime ça. Oui. Ça me parle. Bon, je pense que... Super belle conversation. Merci tellement d'être là avec nous, Julie. Le temps, il file. C'est trop court. Il faudra qu'on fasse un partout. Tu sais. Oui, définitivement. C'est ça. Mais merci d'avoir partagé ça. J'aimerais que ça dure encore plus longtemps. Mais... Je n'ai pas vu le temps passer, mais j'aurais eu le petit panneau. C'est cool. Trop bien. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Écoute. J'espère. Vous allez trouver toutes les infos. C'est sur Julie, sur Alias Numérique, dans la description ou sur l'affichage. Merci beaucoup, Julie. Mais merci à vous. Puis merci de créer cet espace d'échange aussi. Comme je disais, j'apprécie la sincérité des gens que j'ai vus passer avant moi. Donc, tu es notre fan numéro 1. Merci tellement. On a fait tellement de clins d'œil. On n'a jamais eu autant de clins d'œil dans l'épisode que celle avec toi. Voilà. Donc, mettez des emojis clins d'œil aussi là, dans les commentaires si vous avez aimé l'épisode. Ouais. Ça, c'est important. Voilà. Et un petit pouce, ça nous aide à faire pousser l'épisode sur YouTube. Et puis, je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs qui ont intérêt à écouter, vous en connaissez, qui ont intérêt à écouter cet épisode. Partagez-leur. Taguez-les dans les commentaires et puis voilà, et puis après on se retrouve tous, posez-nous vos questions et puis on se revoit très vite dans les prochains épisodes et peut-être partout une prochaine au prochain passage Canada. Merci beaucoup. Merci. À bientôt tout le monde. À bientôt. À très vite. Bye bye. Bye.